Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction pour le volume « Des voyages vers l'inconnu ». Sous la direction de Florence Sousa, Université de Lille 3. Pendant l'ère des voyages de découverte au lointain par des Européens, à partir d'environ 1500 où les Portugais et les Espagnols lancèrent leur premier voyage maritime en espérant atteindre les limites de la Terre, jusqu'en 1858, date à laquelle l'East India Company des Britanniques fut abrogée, différentes sortes de voyageurs ont fait l'expérience de traverser des paysages peu familiers et de rencontrer des peuples jusqu'alors inconnus, ce qui remit en question tous leurs repères habituels dans les domaines géographiques, politiques et social. L'étude du thème des tentatives humaines de se jeter dans l'inconnu concerne les écrivains du voyage qui laissèrent des mémoires de leurs expériences. Ces récits de voyage incorporent certaines étapes communes. D'abord, il fallait une motivation pour partir en quittant les rives connues, souvent inspirées par une soif de quelque chose. Ou bien de la richesse, ou bien du risque et de l'aventure, ou encore de répandre le christianisme dans le cas des missionnaires religieux européens, ou enfin de récolter de nouvelles informations géographiques, commerciales, anthropologiques, botaniques ou géologiques, afin d'étendre les limites alors existantes des connaissances humaines et ainsi instruire et édifier le lectorat du pays natal. Ensuite, il fallait entreprendre le voyage vers l'inconnu proprement dit en confrontant les dangers de maladie, d'égarement, de naufrage, de perte et même de mort en cours de route. Enfin, la plupart des voyageurs, après leur retour, s'arrangeaient pour trouver les moyens de rédiger et de diffuser, le plus fréquemment par la publication d'un texte par un éditeur, le récit de leurs découvertes, de leurs efforts, de leurs interrogations personnelles et de leurs accomplissements pendant le voyage. Cette anthologie de 7 articles sur le thème des aventures dans l'inconnu a pour but d'établir des liens entre différents niveaux de l'expérience du voyage, le commercial et le scientifique, les empires coloniaux et le cumul des savoirs, le matériel et le subjectif intérieur, le non-fictif et l'imaginatif. Ce qui constitue la frontière entre le connu et l'inconnu serait la ligne d'horizon car elle marque la limite entre ce qui est perceptible à un corps humain d'un point donné dans l'espace et ce qui est au-delà. Pour aller plus loin que ce qui est immédiatement connaissable, il faut franchir la ligne d'horizon visible du point de départ. Cela implique premièrement un défi qui nécessite du courage pour laisser derrière soi les rivages rassurants du connu, malgré des risques de perte et de mort. En second lieu, de la persévérance et de la foi afin de poursuivre le but jusqu'au bout, et en dernier lieu, en confrontant le paradoxe de chercher à dépasser les confins admis de ce qui est déjà dévoilé au vu de tous à la suite d'une transgression des extrémités de notre spatialité repérée, d'oser entrer dans la zone grise entre notre finitude et l'inaccessible. Michel Collot signale 3 phases dans l'évolution du terme « horizon » dans le monde occidental. Dans un premier temps, entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle, ce mot marquait une oscillation entre l'objet concret accessible au sens physique et une ligne idéale comme par exemple dans la science astronomique qui arrivait à concevoir le cosmos par un va-et-vient entre l'observation empirique et des projections imaginaires. Puis entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, l'avènement du romantisme étendit le regard vers des horizons illimités, entraînant un débordement de la langue vers une expression figurée pour aborder l'infini et la métaphysique au-delà du connaissable rationnel. Et la troisième phase de l'évolution du terme « horizon », qui commença à la fin du XIXe siècle, entraîna une inversion de ses connotations dans une interprétation négative comme fond, comme abîme ou comme vide. Dans le présent volume où les études présentées couvrent la période entre 1630 et 1880, nous sommes concernés par les 2 premières périodes décrites par Michel Collot, celle de la science rationnelle, entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle, et celle du romantisme, entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe. Pendant ces 2 périodes, un optimisme portait les voyageurs européens à découvrir des horizons nouveaux, ayant pour conséquence des récits de voyages d'exploration. Anne-Gaëlle Weber s'intéresse à l'évolution du genre du récit de voyage dans son ouvrage À beau mentir qui vient de loin. Savant, voyageur et romancier au XIXe siècle. Même si c'est surtout le XIXe siècle qui occupe son attention, elle reconnaît l'existence du genre du récit de voyage savant ou scientifique entre 1750 et 1850. Elle lie le désir de décrire l'inconnu à la présence de terrae incognitae sur le globe terrestre d'une part,
et à des expéditions soutenues par des sociétés savantes comme le Muséum d'histoire naturelle de Paris, d'autre part. Elle trace le déclin du genre du récit de voyage scientifique, avec son souci de description référentielle et précise de terres inconnues ou peu connues, à la disparition des territoires non repérés, à mesure de l'extension de l'inventaire des régions décrites à presque tous les coins, même les plus reculés, de notre planète par des voyageurs explorateurs au cours du XIXe siècle. Ce rétrécissement des terrae incognitae vers la fin du XIXe siècle fut accompagné d'une spécialisation des sciences, dorénavant pratiquée dans des laboratoires où l'on pouvait étudier les espèces naturelles et les lieux déjà recensés. À cause de ces deux changements, Anne-Gaëlle Weber note une bifurcation du genre du récit de voyage vers le voyage fictionnel romanesque, avec des récits non référentiels où l'imaginaire et l'invention suivaient de nouveaux modèles poétiques, incorporant des impressions subjectives de voyage et diversifiant ainsi les modèles taxonomiques et énumératifs précédents. Elle souligne la préséance de l'objet décrit dans les récits de voyage scientifiques, dont elle reconnaît le sommet encyclopédique dans le récit de voyage monumental d'Alexandre von Humboldt, tandis qu'elle observe une plus grande importance de la forme littéraire et de la figuration métaphorique dans les romans d'aventure allant de Jules Verne à Herman Melville. Elle perçoit pourtant une persistance du rôle archétypal du récit de voyage scientifique dans les nouvelles articulations du genre du récit de voyage qui émergent à la fin du XIXe siècle. Dans un autre ouvrage plus récent, Anne-Gaëlle Weber étudie les reprises successives par lesquelles une observation initiale, vraie ou fausse, acquiert le statut d'une donnée acceptée. Il s'agit des perroquets remarqués par Cook à Tenerife aux îles Canaries, observation par la suite confirmée ou infirmée par une série d'autres voyageurs. Cela amène Anne-Gaëlle Weber à des réflexions sur les manières dont le discours savant et le discours littéraire se forgent. Elle y décèle un chevauchement en même temps qu'une séparation entre le témoignage objectif, scientifique d'une part, et l'invention imaginative, littéraire d'autre part. Même quand il est question d'un lieu commun ou stéréotype galvaudé comme les perroquets de Cook, le même côtoiement entre le témoignage par des observations sur le terrain, et le rôle de l'imagination dans l'élaboration de théories hypothétiques et de systèmes de classification inventés démontre l'inextricable imbrication du langage factuel et du langage éloquent, imagé dans tout élargissement de la vérité. L'auteur finit par plaider pour une reconnaissance d'un lien essentiel entre les sciences et les arts. Ces balisages de l'évolution du genre du récit de voyage, puis des relations étroites entre la conception du discours savant et l'invention du discours littéraire, nous sont utiles pour situer les exemples de récits d'aventure dans l'inconnu qui composent ce volume. Car les différents contributeurs se penchent d'une part sur les expériences concrètes sur le terrain des voyageurs aventuriers étudiés, tout en s'interrogeant sur la fabrication et la circulation du texte de leurs récits de voyage dans le contexte de leur temps d'autre part. Les deux premiers articles présentent des explorateurs français du XVIIe siècle. François Cauche partit récolter des informations sur le Madagascar dans les années 1640, tandis que Jacob Spon, protestant lyonnais, redécouvrit la Grèce dans les années 1670 alors sous domination ottomane en compagnie de George Weller, protestant anglais. Ces voyageurs français, et anglais, du XVIIe siècle situèrent leurs observations d'aspects alors peu connus des Européens de leur époque, sur les territoires qu'ils visitèrent, parmi un ensemble de textes déjà existants et contribuèrent à augmenter les connaissances disponibles concernant ces territoires. Les trois articles suivants se portent sur des voyageurs, voyageuses de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. En partant d'Adanson, 1757, et allant jusqu'à Alexandre von Humboldt, 1814, les critères de scientificité et de littérarité évoluèrent dans la composition de récits de voyages scientifiques par des voyageurs naturalistes européens. Ils eurent à se distinguer non seulement des grilles poétiques préétablies, mais aussi des exigences des savants en cabinet dans la présentation de leurs découvertes. William Hodges, 1744 à 1797, peintre paysagiste anglais, passa 6 années en Inde, de 1778 à 1783, et publia en 1793 un texte illustré de ses voyages en Inde. Il se présenta comme observateur naïf des paysages et des mœurs de l'Inde en se distanciant de la spéculation abstraite et de la rationalisation des labeurs érudits de savants, afin de livrer la nouveauté de ses propres premières impressions de ce pays,
dont la topographie, les arts et les productions naturelles continuaient, selon lui, de provoquer la curiosité du public britannique. Maria Riddell, 1772 à 1808, Maria Graham, 1785 à 1842, et Sarah Bowdish, 1791 à 1856, sont trois pionnières britanniques qui osèrent pénétrer dans le domaine très majoritairement masculin des expéditions scientifiques d'avant 1850. Elles eurent à surmonter des difficultés méthodologiques et théoriques, afin de faire reconnaître leurs innovations botaniques et géologiques. Ainsi, au tournant du XIXe siècle, les paradigmes génériques du récit de voyage, les attentes des publics européens vis-à-vis des explorations et le rôle des femmes dans la pratique des sciences étaient en pleine mutation. Les deux derniers articles traitent de l'Égypte au XIXe siècle. Si la Basse-Égypte, la vallée du Nil, et le désert du Sinaï étaient relativement familiers aux publics européens comme l'itinéraire classique du voyage en Égypte avant 1850, le sud de l'Égypte et le désert libyque avec ses oasis restaient encore peu connus. Ainsi, George Alexander Hoskins, qui se rendit dans le désert libyque dans les années 1830 par son récit de voyage et ses illustrations, contribua à familiariser le lectorat britannique avec ce territoire inconnu. Plus tard dans le XIXe siècle, au moment de l'ouverture du canal de Suez en 1869, le khedive Ismaïl d'Égypte, alors sous domination ottomane, fit appel à une cinquantaine d'officiers militaires américains pour moderniser l'armée égyptienne. Certains de ces mercenaires américains, comme Raleigh Colston 1825 à 1896 et Charles Caillelon 1842 à 1917, prirent part à des missions d'exploration et de cartographie aux confins encore inconnus de l'Égypte. Ainsi même jusqu'à tard dans le XIXe siècle, l'Égypte servit de tremplin à des explorations géographiques par des Britanniques et par des Américains. Dans ce volume qui couvre des périodes historiques allant du milieu du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle tardif, et qui enjambe des zones géographiques variées depuis l'Amérique du Sud jusqu'à Tahiti, en passant par les îles des Caraïbes, les îles Canaries, Madagascar, la Grèce, l'Égypte, le Ghana et l'Inde, chaque auteur d'article adopte un chemin méthodologique propre à lui-même. Michael Harrigan, de l'Université de Bath, prend la voie de l'échange dans une économie du savoir pour montrer que la relation du voyage que François Coche de Rouen a fait à Madagascar 1651 introduit de nouvelles données empiriques sur Madagascar comme des importations, où le voyageur joue le rôle de médiateur entre culture malgache et lectorat français. La langue française nécessite des rajouts et des enrichissements par rapport au système sémantique du français, mais aussi des pertes ou des opacités imposées par les limites réciproques des langues malgaches et françaises dans le processus de translation ou de transcription d'une culture à l'autre. Harrigan en conclut que le récit de voyage de Coche constitue un artefact ambivalent, qui transmet tout en recelant des informations, témoignant des tolérances et des conflits que rencontrait un voyageur européen parmi des cultures non européennes dans le contexte colonial qui se mettait en place au XVIIe siècle. Fiona McIntosh de l'Université de l'Île 3 expose deux récits d'exploration de la Grèce dans les années 1670, l'un publié en français par un médecin français de religion protestante de Lyon, Jacob Spon, et l'autre en anglais par un ecclésiastique anglais protestant, George Weller, qui parcoururent la Grèce en même temps. McIntosh dégage l'élément de nouveauté inconnu de ces deux récits en les situant par rapport à des voyageurs de l'Antiquité, Pausanias, Strabon, par rapport à des successeurs Chateaubriand dans les années 1820, et par rapport à des voyageurs contemporains en Grèce, M. Guillet et son frère, M. Giraud et M. de la Guillotière, dont Spon et Weller relèvent les avis faux et les lacunes. Si Spon et Weller insistent sur l'existence de terres encore à explorer et à découvrir en Grèce, ils sont conscients de la fragilité des réalisations humaines qui entraînent la dégradation en ruine des gloires passées avec le passage du temps. Spon et Weller opèrent une authentification réciproque entre leurs deux récits en donnant chacun une interprétation personnelle des sites visités, laissant apparaître les complexités des phénomènes de réécriture. En s'intéressant au souci de Spon et de Weller de s'adresser à un public plus large que les seuls antiquaires spécialistes, McIntosh souligne leur recours à une forme d'expression simple sans ornement, et la priorité qu'ils accordent aux monuments antiques afin de répondre à la curiosité de lecteurs honnêtes hommes. Si une méthode de découverte expérimentale qui s'appuie sur des choses vues personnellement relie les approches de Spon et de Weller,
Spon se permet plus de digressions divertissantes que Weller, tandis que Weller fait plus de commentaires sur la religion orthodoxe des Grecs du XVIIe siècle par rapport à son propre anglicanisme. Mackintosh déclare en conclusion que ces deux récits parallèles se caractérisent par certaines répétitions de choses connues et par la révélation de quelques nouveautés insolites. Anne-Gaëlle Weber, de l'Université d'Artois, se tourne vers des variations des types d'inconnus discernables dans des récits de voyages dits scientifiques à partir de 1750. Elle se positionne entre trois ensembles: les voyageurs européens, les peuples, espèces naturelles et objets des terres visitées, et les lectorats européens visés, pour étudier la dialectique du connu et de l'inconnu dans les textes des récits de voyage empiriques et objectifs entre 1750 et 1850. Elle part des contraintes génériques pour le voyageur de tout raconter depuis son départ jusqu'à son retour d'une part, et des contraintes savantes de n'inclure que des nouveautés et des observations originales d'autre part. Avec la multiplication des voyages d'exploration et de la publication de nombreux récits de voyage, Weber note le recours grandissant des voyageurs, afin de sauvegarder leurs prétentions à des révélations de l'inconnu, ainsi qu'à une authenticité fiable dans leurs textes, à des stratégies discursives qui ramènent l'apostrophe inconnu inédit dans le domaine du connu des lecteurs, en nommant des espèces naturelles nouvelles, par exemple Michel Adanson en Afrique équinoxiale 1757, le capitaine Cook au Cap Finistère 1774 et Pierre Sonnerat en Nouvelle-Guinée 1776. De plus, Weber indique qu'en distinguant le méconnu, des erreurs, des mauvais classements, des affabulations répétées, du véritable inconnu, des voyageurs affirment l'originalité de leur propre point de vue par une réécriture critique des fausses observations de leurs prédécesseurs, par exemple Bory de Saint-Vincent sur les Isles Fortunées, 1801, par rapport au récit du troisième voyage du capitaine Cook. Enfin, en soulignant un angle nouveau dans leur approche spécialisée d'une terre supposée déjà connue, ou par rapport à des ouvrages considérés comme connus, certains voyageurs revendiquent la nouveauté à la fois de leur description d'objets et de leur point de vue subjectif, accent aigu interprétant d'éventuelles constantes culturelles ou des aspects rendus légendaires par des répétitions antérieures, sur les territoires qu'ils visitent, pour repasser ainsi du connu à l'inconnu dans leurs récits de voyage, par exemple François Levaillant dans L'. Intérieur de l'Afrique, 1791, et Alexandre von Humboldt dans les régions équinoxiales du Nouveau Continent, 1814. Pour conclure, Anne-Gaëlle Weber constate un graduel déplacement de l'intérêt pour des objets inconnus observés vers une attention à des expérimentations sur les manières de dire l'inconnu, pour mettre en avant la singularité du regard des observateurs-auteurs, et préfigurant déjà les impressions subjectives de voyage et les voyages littéraires, imaginés de la fin du XIXe siècle. Florence Sousa, de l'Université de Lille 3, commence son étude des impressions de l'Inde alors encore pas connue en Grande-Bretagne, véhiculée par le récit de voyage illustré, 1793, de William Hodges, par un survol des attitudes sur la curiosité pour l'inconnu en Europe depuis le Moyen-Âge. La rétro-curiosité des romantiques comporte, selon Nigel Lisk, une nouvelle subjectivité qui relie l'intérêt objectif pour des observations scientifiques à une empathie intérieure avec une part imaginative pour les lieux et les personnes inconnues, découverts par le voyageur, et peut s'appliquer à la manière de Hodges de représenter ses vues de l'Inde. Des spécialistes de l'art britannique en Inde considèrent Hodges comme un pionnier parmi les premiers artistes occidentaux à avoir composé des tableaux sur l'Inde. Sousa analyse trois techniques déployées par Hodges pour communiquer au public britannique ses aventures sur les frontières de l'inconnu en Inde. Il s'agit en premier lieu des phénomènes qualifiés comme curieux, par Hodges pour transmettre à ses lecteurs son émerveillement devant les façades brillantes des immeubles à Madras, devant un arbre des pagodes, le banyan, ou devant une scène de Sati où une jeune veuve était incinérée vivante sur le bûcher de son mari défunt, où des détails concrets se mêlent à des réactions personnelles chez l'observateur étranger. En deuxième lieu, la transposition temporalisante utilisée par les anthropologues permet à Hodges de rendre compréhensible à ses contemporains britanniques des aspects qu'ils trouvaient surprenants en Inde, en les comparant à des phénomènes semblables d'une période antérieure de l'histoire européenne. Par exemple, des comparaisons d'immeubles de Calcutta à des temples grecs, ou des femmes musulmanes à des figures féminines de la mythologie grecque, ou encore du palais du Nabab d'Awad à un château gothique médiéval, sont des instances de temporalisation chez Hodges.
Et en troisième lieu, Hodges innove dans la composition de son récit de voyage par une juxtaposition de récits d'événements historiques dont il fut témoin, avec des descriptions de ses expériences personnelles, de voyage, et des dessins des scènes topographiques résultant en un récit illustré hybride. Ainsi Hodges se révèle comme artiste audacieux de son époque, alliant dans ses représentations de l'Inde le rôle de peintre, d'historien et de proto-anthropologue, et illustrant la nouvelle sensibilité subjective et romantique qui émergeait à la fin du XVIIIe siècle. Carl Thompson, de l'Université de Nottingham, s'intéresse à 3 exploratrices britanniques de la première moitié du XIXe siècle, qui tentèrent de participer à des expéditions scientifiques dans des zones éloignées de la Grande-Bretagne, à une époque où les expéditions étaient dominées par des hommes. Pour contourner l'exclusion de ces femmes scientifiques des histoires de l'exploration et des histoires des sciences, Thompson cherche des détails sur les lieux sociaux où s'échangeaient les idées scientifiques. Les salons et les soirées mondaines étaient fréquentés par les femmes et par les hommes, tandis que les sociétés savantes et les institutions scientifiques étaient d'une fréquentation presque exclusivement masculine. Les correspondances et les journaux privés de certaines femmes qui avaient acquis une compétence scientifique révèlent les moyens discrets qu'elles étaient obligées d'adopter pour contribuer aux activités scientifiques en chimie, en géologie ou en botanique. Dans le cas de Maria Riddell, 1772 à 1808, ce fut grâce à la nomination de son père comme gouverneur aux îles Leeward dans la Caraïbe, à sa passion personnelle pour la botanique et au soutien du naturaliste universitaire William Smealy qu'elle put publier le rapport de ses observations sur la flore et sur les richesses minéralogiques des îles Leeward. Quant à Maria Graham, 1785 à 1842, Thomson parvient à déceler ses stratégies pour se faire reconnaître comme auteur scientifique à travers ses 4 récits de voyage publiés en lisant entre les lignes, et au-delà, de ses textes. Ses amitiés avec des scientifiques d'Édimbourg, et ses liens avec les réseaux scientifiques de Londres l'aidèrent à faire accepter ses illustrations botaniques, ses collections entomologiques et ses échantillons minéralogiques par les professionnels de ces domaines. Les récits de voyages scientifiques de Maria Graham, en Inde, en Italie, au Brésil et au Chili, démontrent les échanges fréquents entre scientifiques, auteurs de récits de voyage et salons mondains des années 1820 et 1830. Enfin, Sarah Bodiche, 1791 à 1856, pratiqua la botanique au Ghana et en Gambie, dans le sillage de son mari Thomas Bodiche et au contact du naturaliste français Georges Cuvier. Si le récit des explorations scientifiques en Afrique de l'Ouest du couple Bodiche parut sous le seul nom de Thomas Bodiche, Sarah Bodiche réussit à publier tard dans sa vie, sous sa propre signature, un livre avec illustrations sur les espèces britanniques des poissons, car elle avait exercé ses activités scientifiques loin du soutien des institutions scientifiques britanniques. Au bout de ces 3 études de cas de femmes exploratrices britanniques de la première moitié du XIXe siècle, Thomson tire la conclusion que la distinction entre zone connue et zone inconnue serait peut-être moins importante dans la pratique des sciences par des femmes britanniques que des efforts pour tirer ces pionnières de l'oubli général. Caroline Lenny, de l'Université de Strasbourg, choisit d'analyser le récit de voyage illustré de l'explorateur britannique George Alexander Hoskins, 1802 à 1863, sur le désert libyque dans les années 1830. Lenny démontre d'abord que le désert libyque était resté à l'écart des 2 circuits du Grand Tour d'Orient des Britanniques en Égypte. La remontée du Nil en bateau et l'itinéraire du pèlerinage en Terre Sainte qui passait par le Sinaï. Puis elle situe Hoskins parmi les rares voyageurs européens à avoir pénétré jusqu'aux oasis du désert libyque depuis le XVIIe siècle. Ce fut au contact en Égypte de l'antiquaire et collectionneur anglais, Robert Hay, 1799 à 1863, que Hoskins se rendit à l'oasis de Karga en 1832. Par des dessins, des moulages avec des feuilles de papier humidifiées et des aquarelles, Hoskins produisit ses représentations visuelles des monuments anciens de Karga, et les incorpora avec des détails écrits sur leur emplacement dans son récit de voyage illustré, Visit to the Great Oasis of the Libyan Desert, 1837. Lenny utilise des techniques de l'ekphrasis pour étudier les rapports entre les images de Hoskins et ses hypothèses textuelles, dans son interprétation d'antiquaire de la possible fonction des monuments de Karga. Elle souligne les liens entre le désir d'explorer l'inconnu et l'étendue du désert dans le rapport publié de Hoskins sur ses découvertes autour de Karga.
Dans une dernière partie, Lenny ajoute des réflexions sur l'adhésion de George Alexander Hoskins aux conventions de l'esthétique du pittoresque dans le récit de son voyage à Karga. Il s'agit d'une attention aux détails dans la représentation des monuments architecturaux, de l'inclusion de costumes et d'accessoires raffinés dans les vues de personnages humains comme marqueurs d'exotisme, et de contraste entre des éléments de ruines d'une part, et un beau cadre paysager avec des palmiers et des figuiers d'autre part. En conclusion, Caroline Lenny qualifie d'exotisme paradoxalement familier l'effet produit par l'ensemble publié par Hoskins, car s'il présente un territoire inconnu au lectorat britannique, il l'accomplit par le déploiement d'esthétiques familières au lecteur, l'esthétique de l'exotisme oriental et l'esthétique du pittoresque. Ces stratégies discursives et textuelles permettent à Hoskins de s'affirmer à la fois comme passeur pour le grand public d'un ailleurs peu familier et comme antiquaire égyptologue dans le milieu des spécialistes de l'Égypte ancienne. Marc Rolland, de l'Université du Littoral Côte d'Opale, se penche sur la période plus tardive des années 1870, où le khedive Ismaïl d'Égypte, au moment de l'ouverture du canal de Suez en 1869 par la France sous le regard méfiant de la Grande-Bretagne, fit appel à une cinquantaine d'officiers militaires américains pour moderniser l'armée égyptienne, malgré la domination ottomane de l'Égypte à l'époque. Ainsi, pendant une quinzaine d'années entre la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, 1861 à 1865, et le passage de l'Égypte sous protectorat britannique, 1882, quelques dizaines de soldats américains interagirent avec l'élite égyptienne. Dans un premier temps, Rolland souligne la diversité des origines sociales des officiers américains. D'anciens flibustiers ou des aventuriers au cœur dur du sud esclavagiste, un fils de nordiste d'un milieu bourgeois, ou des marginaux qui avaient attiré la désapprobation de leur hiérarchie militaire aux États-Unis. D'un côté, ces Américains fondèrent des écoles publiques pour alphabétiser les membres de l'armée égyptienne, commencèrent une bibliothèque militaire et rassemblèrent des cartes pour l'état-major, mais d'un autre côté ils eurent des frictions personnelles avec des officiers égyptiens. Ces mésententes s'ajoutèrent à un manque de moyens pour aboutir à des échecs militaires des forces du khedive d'Égypte en Éthiopie. Rolland en vient ensuite aux contributions des Américains en Égypte à des expéditions cartographiques et à l'exploration de régions inconnues de l'Afrique. En se concentrant sur deux explorateurs américains, l'auteur de l'article souligne les découvertes de Charles Chaillé-Long, 1842 à 1917, sous le commandement du général britannique Charles Gordon en Ouganda, en particulier du lac Kyoga, entre le lac Albert et le lac Victoria, et les explorations de Raleigh Colston, 1825 à 1896, qui contribua à l'élaboration de cartes du désert nubien et de la haute vallée du Nil, entre l'Égypte et le Soudan. En conclusion, Marc Rolland trouve que si des inadaptés américains refusèrent le dialogue culturel avec les Égyptiens, des cosmopolites parmi eux, avec leur sens aigu de l'observation, contribuèrent utilement d'une part à la découverte de régions reculées de l'Égypte, du Soudan et de l'Ouganda, et d'autre part par leur soutien fidèle au khedive Ismaïl aidèrent à dissiper le cliché de la tyrannie des puissants et de la passivité des gens ordinaires en Orient. Dans son ensemble, cette anthologie de 7 articles sur les voyages vers l'inconnu parcourt une diversité d'époques et de territoires en tentant d'éclairer quelques-unes des multiples pistes ouvertes par des explorateurs, des savants et des vulgarisateurs qui ont osé arpenter l'inconnu. Sur le plan de la méthode adoptée par les auteurs des chapitres du volume, la contextualisation des récits de voyage étudiés, le rôle de la langue dans le transfert d'informations sur des régions inconnues du public, la part de la religion dans la manière de rendre compte d'étrangetés rencontrées, l'utilisation de la dialectique du connu et de l'inconnu pour capter l'attention des lecteurs, le recours à la temporalisation des anthropologues, l'innovation générique dans la fabrication du rapport de voyage, Importance à notre époque de tirer de l'oubli des pionnières féminines négligées par les histoires des explorations, le mariage de stratégies discursives et picturales dans l'éclairage de territoires peu connus, et l'influence de la conjoncture géopolitique sur des expéditions scientifiques pour mettre au jour des coins difficiles d'accès de la planète, constituent la panoplie de voies pour étudier l'inconnu présentée par cette collection. Traduire l'inconnu à l'époque moderne, un corsaire à Madagascar. Par Michael Harrigan, Université de Bath, Angleterre. Résumé.
Le présent chapitre analyse l'appréhension textuelle de l'altérité dans un texte peu connu du milieu du XVIIe siècle, La relation de voyage du corsaire François Cauche, 1651. Ce récit témoigne des mécanismes par lesquels des données isolées deviennent informations, et de la constitution d'un corpus de connaissances nouvelles. Nous organisons notre analyse en 3 parties, en étudiant d'abord le rapport entre collecte des données nouvelles empiriques et un corpus de savoir textuel, où la procédure d'ekphrasis traduit en même temps la volonté de représenter et les lacunes dans la représentation. Nous considérons que l'inconnu, en se laissant approprier par le texte, peut être considéré en tant qu'importation. Dans un deuxième temps, nous étudions l'économie du savoir, où le voyageur se dit producteur d'informations, les transmettant entre culture malgache et lectorat domestique. Cauche témoigne d'un statut marginal qui témoigne de la valeur culturelle du voyageur en tant que curiosité. La troisième partie de notre analyse explore la dynamique de la langue dans le transfert d'informations. L'acte de nommer implique classification. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.